Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs cinéphiles, et bienvenue dans Transmission, un nouvel épisode, le numéro 30. C'est un peu notre anniversaire aujourd'hui, on est super contents. Je suis encore une fois bien accompagné par monsieur Lucien Alflans. Lucien, comment vas-tu ? Très bien, et toi, Oli ? Mais je vais très bien, puisque nous vivons aujourd'hui dans un monde où Bong Joon-ho a eu la Palme d'Or. On dit bravo, bravo. Quel est ton film préféré de Bong Joon-ho, Lucien ? C'est difficile à dire, tant sa carrière est... Tu peux la faire courte. The Host. Voilà. Et bonjour Manu, comment vas-tu ? Très bien, Ali, et toi ? Ça va. Quel est ton film préféré de Bong Joon-ho ? Pour faire court, Memory of Murder. Memories of Murder. Et nous avons Julien Rambaud en face de moi. Julien Rambaud qui va nous parler aujourd'hui de Rocketman. Tout à fait, bonjour. Bonjour Julien, comment vas-tu ? Très bien. Et quelle est ta chanson préférée d'Elton John ? Rocketman. Vas-y, chante-nous un petit peu. Non, tu me l'as déjà faite, c'est là, et je garde une petite note de musique pour plus tard. Ouh, on est impatients. Bon, eh bien, aujourd'hui, nous ne vous parlerons pas de Parasite, malheureusement, puisque les distributeurs belges n'ont pas acquis le film avant le festival comme les Français l'ont fait, et ils se sont dit qu'ils allaient attendre de voir comment ça allait marcher. Donc, malheureusement, on ne parlera pas de ce film aujourd'hui. Mais on a quand même prévu un programme relativement conséquent où on parlera de Rocketman, le film de Dexter Fletcher, et puis on parlera de Sibylle, le film de Justine Triet, parce qu'on se disait que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait un film français, et j'ai insisté, je prends ça sur moi, j'ai insisté pour mettre Sibylle au programme. Et nous finirons quand même par le film du vétéran Pedro Almodóvar et son Douleur et gloire. Je trouve que vétéran est un mot qui ne lui va pas du tout. Oh, écoute, tu n'as pas connu la movida à l'apogée de ta jeunesse, comme notre compère Pedro, qui aujourd'hui a les cheveux bien blancs. Qu'il est dans la force de l'âge. Ouais, ça je sais pas trop. Est-ce qu'il était pas plutôt dans la force de l'âge dans les années 2000 quand il sortait chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre ? On en parlera tout à l'heure. Voilà, tout de suite on va commencer avec Rocketman. You were never ordinary. What a shy little boy you were. Look at you now. Rocketman, c'est bien sûr le biopic commandé et produit par Elton John lui-même, une forme d'autoportrait si on peut dire, de son enfance pas très heureuse en tant que Reginald Dwight dans la banlieue de Londres, jusqu'à sa cure de désintoxication au début des années 90. Le tout en passant par sa découverte du piano, sa rencontre avec le parolier Bernie Taupin, la découverte de son homosexualité, où il faut dire Taupin, sinon tu vas rigoler Lucien, c'est ça ? Bernie Taupin. La découverte de son homosexualité, les succès et les abus. Tout comme pour son précédent film Eddie the Eagle, le réalisateur Dexter Fletcher retrouve ici Matthew Vaughn à la production et Taron Egerton devant sa caméra. Le scénario est coécrit par Lee Hall, c'était aussi le scénariste de Billy Elliot ou de War Horse de Steven Spielberg, et il est aussi interprété par Jamie Bell et Bryce Dallas Howard, entre autres. Julien, c'est toi qui vas ouvrir sur le biopic d'Elton, qu'en as-tu pensé ? Oserais-je débuter mon intervention par une petite métaphore ? La réponse est oui. Non, en fait, je trouve que c'était un film qui est sur un personnage donc bigger than life, qui est sur un artiste exubérant et déjanté. Et en fait, je sens que le réalisateur, il veut démontrer la joyeuse folie un petit peu de l'artiste, bon si c'est malheur mais c'est son côté exubérant, etc. Et donc il enrobe de sucre, et en fait je trouve qu'il ajoute tellement de couches de sucre et de colorant que ça, on se retrouve avec une pomme d'amour. Et donc c'est assez attirant et c'est assez chouette, mais c'est très très vite écœurant, même si ça brille. Je trouve que la première scène est assez représentative du film, avec voilà sa grandiloquence, le costume, etc. Quelque chose de très grand, des ruptures déjà qui essaient de
de prendre le spectateur, de l'emmener avec lui. Tous ces jeux de couleurs entre les personnages ternes et puis le petit garçon très en couleur, etc. Je la trouve assez pénible et je trouve que le film va suivre un petit peu ce chemin. Tu parles de la scène de l'arrivée dans le groupe de... La scène de l'arrivée dans la thérapie et ensuite quand ils sortent pour aller chanter dans la rue. Avec tous les personnages qui sont dans des couleurs plutôt ternes, etc. Et le petit garçon qui est dans une couleur éclatante. Ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il y a des qualités, je vais revenir là-dessus très vite, mais le problème, c'est les scènes de dialogue, je trouve, et les relations entre les personnages, donc la mère, le père, etc., que je trouve très, très, très clichés, et qui sont vraiment réductrices par rapport aux hommes et aux femmes, je trouve. C'est vraiment les simplifier à 1 ou 2 traits maximum de caractère, et du coup, ça me gêne pendant tout le film. Ensuite, le seul truc que je trouve chouette, c'est vraiment tout ce qui va être des scènes musicales, donc des images de concert, ou bien plutôt des moments comédie musicale qui sont plutôt chouettes, bien mis en scène et qui ont une certaine virtuosité avec ça, où il y a des plans séquences assez fantaisistes, assez chouettes, et là je trouve que le côté too much de la réalisation passe bien, mais voilà, le problème c'est que c'est tellement enroulé de moments soulignés, toutes les scènes de thérapie je les trouve assez lourdes, etc., qui nous donnent ce qu'on doit penser, ce qu'on doit voir du film. Je me sens un peu pris pour un idiot et donc je sors totalement du propos. Je suis assez d'accord avec ce que dit Julien. En fait, tout est dans cette première scène, tout le déroulé du film. Donc on sait dès le départ un peu comment va se passer le film. On sait aussi que c'est produit par Elton John lui-même, donc on voit un peu l'idée qui va en découler, de montrer le passé torturé de l'artiste pour arriver à un final qui montre bien, ben voilà, ça c'était la merde que j'étais avant, maintenant je suis bien, quoi. Je suis assez d'accord je trouve qu'il y a des moments qui fonctionnent assez bien, qui sont assez enivrants dans les scènes musicales. Je trouve Egerton très bien, comme toujours. C'est un acteur qui sait jouer avec son corps, avec sa voix aussi en l'occurrence. Je trouvais que la piste la plus intéressante dans le film, elle n'est pas creusée à 100%, c'est-à-dire qu'ils la prennent mais ils la délaissent un peu pour se rattacher là-dessus vers la fin du film. C'est cette belle amitié qu'il a avec Bernie Taupin qui tombe un peu de nulle part en plus, qui est assez intéressante, mais au final il en fait pas grand chose, il préfère en effet s'attarder sur des trucs qui sont extrêmement lourds psychologiquement. Puis je trouve qu'il y a un truc, mais bon, c'est un truc peut-être d'époque, je sais pas, mais j'ai un peu du mal à comprendre ces biopics qui essayent toujours un peu de redorer des blasons qui ont pas spécialement besoin de l'être. Puis je trouve qu'il y a aussi un problème de positionnement du réalisateur par rapport à qui est Elton John, parce qu'il y a l'artiste, il y a l'homme, il y a l'image qu'il donne de lui, l'artiste, l'image qu'il donne de lui, et l'image qu'en a le public, et il se jongle un peu avec ces trois personnages qui en fait n'en est qu'un, et sans jamais trop savoir sur lequel s'attarder. Voilà, c'est là que sont mes problèmes. Après je trouve le film agréable à regarder. C'est pas un film déplaisant, mais c'est un film quand même complètement anecdotique. Un des soucis il vient justement de la narration du film et du manque de choix qui est pris. Tu parles de cet aspect, regardez comment j'étais mal auparavant et comment je suis devenu quelqu'un de bien, mais en fait c'est factuellement que t'en déduis ça. C'est la tragédie du personnage d'Elton John qui nous est énoncée scène après scène. Elle prend jamais corps, je trouve, avec le récit. Il n'y a pas d'ancrage dramaturgique et au final, c'est réduit au stade de l'anecdote, avec pour principe qu'une anecdote en chasse une autre. Et l'aspect vraiment tragique de la carrière d'Elton John, elle est sans cesse réduite à quelque chose de très caricatural, comique. La satire, l'industrie qui est incarnée par son amant et agent, c'est esquissé à gros traits, c'est vraiment très très lourd, et systématiquement ces trahisons sont montrées sous un angle comique. Le tableau qui est affiché à l'envers dans la grande villa qu'ils possèdent tous les deux, la fellation du secrétaire au petit matin, et qui porte jamais vraiment à conséquence. C'est chassé par une autre anecdote. Et tu parlais de la relation justement avec son parolier, qui est peut-être la chose la plus intéressante. Elle est aussi symptomatique à mon avis de tout le souci du film, parce que dans la première partie c'est peut-être ce qui a de plus réussi, ces moments-là où ils se rencontrent, le moment de la création de la première musique, mais après ce personnage va disparaître complètement du récit et il va réapparaître lors de 2 scènes qui sont à mon avis des grosses scènes à problème. Une scène où il y a le mariage hétérosexuel d'Elton John, et là, alors que le personnage de son parolier a quitté le récit quasiment depuis une demi-heure, il apparaît dans un plan bord cadre à la sortie de l'église, et il réapparaît dans une autre scène juste avant la tentative de suicide d'Elton John, où il le laisse broyer ses idées noires, et son acte n'aura aucune conséquence dans le reste du récit. Et t'as l'impression, par exemple, cette séquence de mariage, elle est juste là
pour que Elton John s'excuse peut-être encore une fois auprès de sa compagne de ce qui s'est passé, mais elle a aucun intérêt dramaturgique puisqu'elle a déjà été comptée dans leurs plusieurs années. Donc elle a aucun ancrage, aucun intérêt, elle pourrait être expurgée du récit, elle ne porte aucune dramaturgie. C'est vraiment un film qui a un vrai problème de point de vue. Ouais, ça anecdotise une icône et des tubes qui sont universels et je trouve ça un peu étonnant d'arriver à... Ça réduit la Ça portée réduit ce des qu'est chansons, Elton quoi. John en fait, ouais c'est ça, quand tu réécoutes les chansons, c'est très parlant je trouve quand il y a une scène où ils refont à l'identique le clip de I'm Still Standing, ça ne sert absolument à rien dans le film et c'est juste refaire, c'est un succès d'année nul, d'un clip qui est déjà pas génial à la base mais ça c'est un autre problème. Il y a vraiment un problème de positionnement, de point de vue en tout cas dans ce film, c'est vraiment... Je suis d'accord avec toi sur I'm Still Standing, mais je trouve que la composition, quand je disais que certains moments chantés étaient réussis, enfin comment Your Song se débute au piano dans la cuisine, enfin tout près de la cuisine et puis il passe dans les studios, tout ça, je trouve qu'il y a des choses plutôt sympas et qui réduisent hyper pas les chants. mais Oui, c'est hyper classique. C'est hyper classique, mais c'est le seul qui a peut-être un ancrage dramaturgique. Cette séquence-là Oui. de création de leur tube qui va les propulser est peut-être la seule qui a un enjeu entre les deux personnages, la manière dont elle est chantée mais résonne dans la relation entre les deux personnages. Voilà, je trouve que c'est la seule moi que j'arriverai à défendre. Nous sommes d'accord. Ok, bah moi je suis globalement d'accord avec vous, mais bon, on a commencé par dire que le film était pas mal et puis on le descend de plus en plus à chaque fois, mais donc je vais commencer aussi par les points positifs. Je trouve que c'est un film où la musique est très bien utilisée parce que déjà je trouve que le film fait complètement fi de la chronologie et utilise les chansons beaucoup plus pour ce que les chansons racontent en elles-mêmes que pour le moment où la chanson arrive dans la carrière d'Elton John, et ça je trouve que c'est bien vu. Et en fait je trouve que là où le film quand il prend les meilleurs virages, c'est qu'il s'affirme complètement en tant que plus une comédie musicale, et je trouve que la musique est souvent bien utilisée pour faire des avancées très nettes dans le récit en fait. Et par exemple comme le moment où on voit Taron Egerton pour la première fois Saturday Night's Alright for Party ou for Fighting, t'as le Your Song qui en effet est encore le mieux utilisé parce que t'as un ancrage en plus dramatique avec ce qui se passe à ce moment là, mais il y a aussi Rocketman, la manière dont Rocketman est utilisé donc à ce moment où il est justement au fond du trou et qu'il devient une espèce de zombie qu'on pousse sur scène, où il va devoir à chaque fois aller puiser ses ressources pour... mais le problème c'est qu'il s'épuise à répéter cette scène là, tu vois. Ouais, non, ça s'est répété 2-3 fois, mais enfin voilà, je trouve quand même que au niveau de l'utilisation de la musique, je trouve le film vraiment pas mal. Après, le problème que j'ai surtout, c'est que le film, c'est pas ce qu'il raconte en fait. Ouais. Il accompagne un groupe de soul et le mec du groupe de soul lui dit il faut que tu aies un nouveau nom pour devenir la personne que toi tu veux devenir et que tu arrêtes d'être ce que tu es. Et tout le film, il est là-dessus sur la personne que je suis en apparence, mais la personne que je suis au fond de moi, et il faut que je trouve la vraie personne qui est au fond de moi, et en même temps, je suis bien que quand je suis dans l'extravagance, et en même temps, j'ai bien fait de prendre un faux nom. Enfin, et le film change d'aspect avec le personnage, mais sans questionner à aucun moment. Oui, voilà, c'est ça. Mais il utilise cette métaphore-là. C'est un truc qui va tenir quand même jusqu'au bout. Enfin, ce thématique-là, il y a un plan qui est assez long sur Taron Egerton qui est devant sa glace et puis il met des lunettes puis il fait un faux sourire comme ça. Donc sur la personne visible et la personne en privé. Et finalement, en fait, le film, il est hyper flou là-dessus. Il fait juste que multiplier les allusions à ce thème-là, mais sans jamais vraiment développer un discours là-dessus ou une pensée ou quelque chose de cohérent. Il est complètement incohérent et inconséquent en fait là-dessus. Je trouve qu'ensuite tous les personnages secondaires sont esquissés. Le truc avec Bernie Taupin, c'est unique dans l'histoire quasiment unique dans l'histoire de la pop musique d'avoir une symbiose telle entre un parolier et un interprète, et il en fait rien. Au début, ça fonctionne un tout petit peu parce que c'est le début et que c'est comme le début d'une histoire d'amour. Et tiens, on se rencontre et on voit qu'on a des intérêts communs. Même avec des belles scènes sur leur relation, cette scène sur les toits de confession amoureuse fraternelle, il y a des belles choses, quoi. Il y a des enjeux dramatiques, mais après qui disparaissent sous le vernis du biopic qui doit faire défiler toutes les étapes de la vie de. C'est effectivement la seule relation qui fonctionne dans le film, et la seule relation qui est un peu écrite. Un peu écrite, mais au bout d'une demi-heure, un tiers de film, ça l'intéresse. Le réalisateur. Et après, je parlerai juste de Taron Egerton parce que moi, je le trouve en fait pas très bon. Je trouve que déjà, il est trop beau et que. Ouais, mais bon, ça. Ouais, non, mais ça joue quand même. À mon avis, c'est Elton John qui était très content d'avoir un beau mec. Il y a un choix qui est fait par le réalisateur. Il va vers la comédie musicale, sans doute pas assez, et il aurait dû peut-être aller faire asseoir plus ce choix en prenant un mec qui sait moins bien jouer mais qui sait plus chanter, parce que je trouve que Taron Egerton, il est très appliqué, mais il est juste appliqué en fait. C'est-à-dire que ces interprétations des chansons, je trouve qu'elles sont désincarnées, elles manquent de relief, d'émotion. Elles sont juste
appliqué. Et Je suis pas d'accord. Pour moi, il y a ouais, quand moi même non il y a un plus, ouais. aspect physique, il y a une physicalité chez Egerton qui joue très bien dans cet aspect de comédie musicale qui est en plus très prégnant quand tu parles du moment Saturday Night, etc. Cette énergie qu'il dépense devant la caméra et la manière dont il déplace le mouvement du film. À ce niveau-là, moi, je suis pas du tout d'accord. Après, on peut toujours discuter sur la qualité de l'interprétation musicale en tant que telle, mais bon, après ça, Ouais. c'est pour moi moins une question de cinéma. Mais il a chopé un truc, un truc qui ressemble à Elton John sans singer Elton John comme avait pu le faire Rami Malek avec Freddie Mercury. Moi j'ai pas mal pensé, et c'est marrant parce que j'ai pas vu le film du même réalisateur, ils avaient tourné ensemble avant, mais Taron Egerton dans ce film-là et même un peu dans Kingsman me fait penser à Hugh Jackman. Tu parles de Rami Malek, je savais pas que tu avais vu ce film. L'ayant vu du coup il y a 3 mois, je me suis dit c'est dingue, justement, certaines similitudes qu'il y a entre les films, et notamment, mais c'est peut-être dû au biopic, le même type de personnage, le même type d'étape qui se passe entre le père méchant et dur et le manager intéressé complètement par le fric, et l'hétérosexualité avec le mariage avec quelqu'un, et puis ensuite la révélation de l'homosexualité, etc. Enfin, il y a vraiment des thèmes qui sont en miroir complet avec Rocketman, et je me demande. Ils ont une histoire un peu commune, hein, puisque Mais Dexter Fletcher a remplacé Bryan Singer sur le tournage de Bohemian Bohemian Rhapsody. Rhapsody. Donc c'est des films qui sont cousins d'une certaine façon. Hein. C'est une notoriété publique que Dexter Fletcher est intervenu sur le tournage. Peut-être pour clôturer cette parenthèse à la fois anecdotique et presque normale, je veux dire, vu la De circonstances. de circonstances. Rocketman me semble quand même supérieur à Bohemian Rhapsody. Dans la réalisation, oui. À tout niveau. Très bien, merci messieurs. Nous allons enchaîner maintenant avec le film Sibylle de Justine Triet. Bonjour, je m'appelle Sibylle. J'ai quitté la plupart de mes patients là. Je me sens dans une très très bonne énergie. Je crois que j'ai besoin que vous m'aidiez. J'ai arraché la place que j'ai sur ce tournage. Je peux pas risquer de tout perdre. C'est impossible. C'est un comédien. Il est connu, je veux pas vous dire son nom. Deuxième de nos 3 choix d'aujourd'hui, lui aussi en compétition à Cannes cette année, enfin même si Rocketman était présenté hors compétition. Bref, nous parlons maintenant de Sibylle, le 3e long métrage écrit et réalisé par la française Justine Triet, qui retrouve ici Virginie Efira après l'avoir déjà dirigé dans Victoria, à ne pas confondre avec le film allemand en plan séquence. Qu'est-ce que ça raconte Sibylle? Donc ça se passe de nos jours. Sibylle est une quarantenaire parisienne. Au début du film, elle décide de revenir à l'écriture, elle qui avait publié un premier roman il y a fort longtemps, et qui gagne désormais sa vie en tant que psychiatre. Donc elle laisse tomber ses patients les uns après les autres, mais il y a une jeune actrice qui s'appelle Margot Vasilis qui commence à la consulter car elle hésite à avorter de l'enfant qu'elle porte d'Igor, un comédien célèbre. De fil en aiguille, Sibylle va se retrouver embarquée sur un plateau de tournage sur l'île italienne de Stromboli, et elle va faire un peu de la médiation entre cette actrice, son ancien amant, et Mika, la réalisatrice du film, interprétée par Sandra Hüller, qu'on avait vu dans Tony Erdmann. Sinon, le film est aussi interprété par Adèle Exarchopoulos, Nils Schneider ou encore Gaspard Ulliel. Ulliel. L'homme qui a des fossettes qui lui arrivent aux oreilles. Lucien, qu'as-tu pensé de Sibylle, le film de Justine Triet? Bah on va arrêter les conneries, hein. C'est le plus beau film que j'ai vu depuis l'Aventura. Et puis Stromboli au moins. Ouais, ça vaut du Rossellini. Ouais. Non, je déconne. Mais arrête de déconner, quel suspense! Dis-nous ce que t'as vraiment pensé du film! C'est intenable! J'ai trouvé ça insupportable. Je pense que c'est un film qui est à la fois convenu, simpliste et inutilement complexe. C'est un film qui veut essayer d'adopter une forme éclatée. C'est surtout un film qui est bourré de problèmes d'écriture, dans lequel l'action n'existe à aucun moment. C'est un enchaînement de petits commentaires vaguement analytiques de ce qu'on vient de voir à l'écran ou de ce qu'on va voir. C'est chiant au possible. Trifouille vraiment sans cesse dans la matière qu'elle donne vraiment à voir à l'écran. Sont des scènes très très courtes, parfois vraiment quelques secondes comme ça qui s'enchaînent, qui ne laissent jamais le temps qu'il faut pour créer quoi que ce soit. Une sorte de montage haché entre temporalité et personnage qui donne à la fois un sentiment de répétition et de néant et de mise à distance des personnages. Zéro émotion, même à certains moments ça veut être comique, mais ça peut pas l'être dans ces circonstances-là, et ça enchaîne vraiment tous les points de vue, les différentes psychanalyses que fait Virginie Efira, sa psychanalyse à elle, les moments où elle écrit son bouquin, son passé sentimental. On a le coup des alcooliques anonymes, le truc avec les textos, les smartphones qui viennent encore assurer le truc. C'est
Vraiment, enfin, tout y passe. J'ai aussi un peu l'impression que tout ça, c'est des petites scénettes à donner à des acteurs qui savent pas les défendre parce qu'il y a rien à défendre. Enfin, c'est vraiment compliqué. Je trouve Efira arrive plus ou moins à faire tenir son personnage, mais je crois que ça tient que à ses qualités d'actrice, parce qu'en termes d'écriture, le personnage, pour moi, il n'est pas là. Exarchopoulos, pour moi, c'est vraiment un vrai problème de cast, parce elle a un côté très brut, très street, comme ça qu'elle a toujours, et là, son personnage est hyper romanesque, enfin, c'est un truc, ça marche à aucun moment. Il n'y allait pas, c'est une merde, quoi. Julien. Bon, c'est difficile, hein, après un assassinat en règle comme celui de Lucien, d'enchaîner. Je vais essayer de répondre un tout petit peu par rapport à ce que tu dis. Je suis d'accord avec toi sur ce point, c'est que elle veut multiplier beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, il y a vraiment beaucoup de sujets possibles dans le film. Et tu l'as dit, notamment la thérapie, l'alcool, même la thérapie avec l'enfant, etc. Autant de pistes un petit peu où on peut finir par se demander à quoi elles servent. Mais la thérapie avec l'enfant, c'est une piste qui aurait été intéressante. Mais après, elle la traite à aucun moment. Mais je me suis dit, ah tiens, un film là-dessus serait intéressant. Pour le coup, elle est vraiment très peu traitée, effectivement. Mais moi, je trouve que ce côté puzzle éclaté, c'est ce qui fait aussi le côté intéressant du film. En fait, moi, j'ai l'impression que ça fonctionne vraiment, tous ces petits fragments, que ça me raconte vraiment une société contemporaine où t'as pas le temps de réagir, où t'es constamment dans 1000 choses à faire, et que c'est un film qui repose entièrement sur son personnage. Et c'est pour ça aussi, et je suis d'accord avec toi par contre, que les autres sont pas toujours bien écrits et fonctionnent pas toujours, mais par contre le personnage de Sibylle, je suis pas du tout d'accord en disant qu'il est sous-écrit, dans sa douleur contenue, dans la façon qu'elle a de prendre sur soi en regardant les problèmes, les névroses, etc. des autres, par son métier, mais aussi donc par ce rôle qu'elle va avoir sur le tournage. Je trouve assez intéressant, et j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui essaye de trouver sa place. Est-ce que tu trouves pas ça un peu trop littéral? En fait, je trouve que dans la première partie, c'est beaucoup trop littéral et beaucoup trop simple. Mais je trouve que dans la deuxième partie, avec le tournage, etc., l'humour, il a fonctionné pour moi. Dans le côté absurde des affres de ce tournage qui part dans tous les sens, etc., ça fonctionne. Et je trouve que la façon dont les névroses des autres se rejettent sur elle à la fin du film, voilà, c'est moins littéral que sa première partie. Après, voilà, je trouve pas ça non plus profond et complexe, mais voilà, je trouve qu'il y a des trucs qui fonctionnent. Je trouve aussi que c'est un petit peu à distance parfois de ces personnages, ça tu l'as dit aussi Lucien, et que elle regarde de loin un peu les persos, mais là aussi je trouve que c'est davantage en début de film qu'en second. Mais sinon j'ai plutôt été happé, et c'est plutôt une bonne surprise pour moi. J'avais pas aimé Victoria du tout, un peu comme toi vis-à-vis de celui-ci, et ici je trouve que dans ce rôle de femme d'aujourd'hui, dans essayer de trouver sa manière de fonctionner et de se battre avec la vie, j'ai trouvé ça plutôt touchant, et l'humour absurde m'a plutôt fait rire. Moi, je trouvais Victoria supérieure dans son humilité. C'était un film qui jouait moins au petit malin. C'était un film plus simple, pas un grand film du tout, mais un film éminemment plus sympathique. Ouais, j'ai l'impression que c'est un film qui suscite beaucoup de réactions. Soit on adore, soit on déteste. Mais... Ouais, ou alors on a juste pas d'intérêt. Non, alors moi j'ai pas de haine sur le film, mais c'est juste qu'au bout d'un moment je m'y ennuie très fortement, parce que justement, enfin je suis complètement d'accord avec toi Lucien, ce côté scène sous-écrite, vignette très courte comme ça, au bout d'un moment ça m'a saoulé à mort, avec cette espèce de multiplication en effet de piste narrative. Je comprenais pas ce que Justine Triet essayait de me raconter, le côté femme actuelle, femme des années 80 jusqu'au bout des seins là. Vraiment, moi ça m'a pas parlé du tout, j'ai pas du tout vu ça. J'avais l'impression qu'elle voulait plutôt faire une espèce de parallèle entre la manière dont Adèle Exarchopoulos, qui est en effet pas très bonne, va vivre son histoire d'amour, et ce que ça va réveiller en Sibylle, et que c'était ça un peu le sujet de son film. Mais alors c'est pas du tout incarné, c'est pas du tout un film qui est centré en fait. Mais c'est parce que c'est un film où le personnage principal est constamment passif en fait. Oui, tu dis qu'elle se bat, pour moi elle se bat jamais. Elle est passive, elle est spectatrice de tout ce qui se passe. La multiplicité de ses points de vue, de ses lignes temporelles, apporte peut-être quelque chose d'un peu ludique dans le film, mais au final arrive à quelque chose de relativement convenu. La vie est une fiction et je peux la modeler à mon envie, et pas très moderne ou inspiré. En fait, c'est un film qui est pas clair. Je ne sais pas ce que le film raconte, et en plus, je trouve que c'est un film qui hésite complètement au niveau de son ton. Par exemple, d'un coup,
T'as le personnage qui est incarné par Sandra Hüller, la réalisatrice, qui prend une vraie option de jeu, elle se dit ok, je vais plus vers l'absurde, je vais plus vers la comédie, et elle éclate juste les autres tellement elle est précise et tellement elle sait où est-ce qu'elle va et ce qu'elle joue. Je suis pas sûr que ce soit une hésitation, hein. Je pense que c'est une volonté du film. C'est raté, c'est totalement raté, mais je pense que c'est vraiment c'est quelque chose que le film recherche, cette espèce d'entre deux. Mais par exemple, le personnage de la sœur de Sibyl, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi son problème? On ne comprend pas ce personnage. C'est un pur fantasme scénaristique, ce truc. Et c'est surtout qu'avec la sœur, il établit une scène qui est la scène de discussion avec l'enfant, pour moi qui se répond dans quasiment la dernière séquence du film, et qui n'a pas vraiment, en fait, justement, d'écho. Tu ne sais pas ce que tu dois y voir. T'as l'impression que cette scène-là est raccrochée pour nuancer le côté un peu simpliste de La vie est une fiction, et que là, il y a quand même, on introduit un petit peu de drame dedans et peu de conflictualité, mais ça paraît vraiment mis au chausse-pied à la fin du film. Oui, mais complètement. Enfin, moi, j'avais l'impression plutôt ce truc de La vie est une fiction, en effet, j'avais relevé, mais pour moi, c'était pas ça qui résonnait. D'ailleurs, rien résonnait en fait. Et je me retrouve avec cette scène de fin qui semble me dire ah bah non, le message du film ou ce qu'il y a à chercher dans le film, c'est sur l'affiliation, mais c'est complètement annihilé parce que moi je n'ai même pas du tout ressenti cette scène de fin comme un climax, ce qui fait que j'ai l'impression que de toute façon le film aurait pu s'arrêter plusieurs fois avant. Il aurait pu s'arrêter dans la salle, le moment du gros plan de projection sur Virginie Elfira, il aurait pu s'arrêter à plusieurs moments tellement il sait pas où se terminer parce qu'il sait pas trop ce qu'il raconte. Moi, je trouve que c'est dans cette zone de flou dont vous parlez que le film est le plus intéressant et le plus mystérieux en fait. Effectivement, il y a une espèce d'hésitation entre plusieurs registres, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une volonté de pas choisir entre comédie très claire ou mais est-ce que c'est fiction. Une volonté de choisir de pas savoir ce qu'on raconte et que le spectateur se retrouve au bout de 40 minutes, ok, je suis avec cette fille, elle est sympa, mais ça commence un peu à me faire chier quand même. Je crois que c'est un désir de pas le classer dans une case, mais voilà. Ça, c'est un argument de quelqu'un qui essaie de défendre un film indéfendable. Non, défendable ou pas, j'ai plutôt aimé. Le film est nul, mais je pense qu'il a une volonté d'aller dans cette nullité pour ne pas être classifié. T'es méchant, Lucien. T'es assez méchant parce que pour le coup, le film est un minimum pensé. Tu le vois dans sa forme, dans la manière dont il travaille les couleurs chaudes, froides, etc., d'opposition, cette zone grise du cabinet d'Elfira. Le film est un petit peu pensé pour quand même rendre un minimum fluide cette narration sur plusieurs lignes temporelles. Après, elle n'en fait pas grand-chose en termes de sens et même dramaturgique, mais malgré tout, le montage du film me semble assez fluide. Oui, c'est ça, on a très peu parlé de mise en scène parce que c'est difficile de construire une quelconque mise en scène sur des bases aussi mouvantes. Ok, très bien. On va conclure ici et on passe tout de suite au gros morceau de cette émission, Douleur et gloire, le film de Pedro Almodóvar. No has sido un buen hijo, hijo mío. No. No quiero ir al colegio, quiero quedarme aquí. Cuidado, qué niño. Tú eres muy novelero. No voy a permitir que me humilles otra vez. Tu tiempo, cabrón, ven aquí. Alors, on ne présente plus Pedro Almodóvar, immense cinéaste espagnol, héros de la Movida, actif depuis les années 80. Il a fait débuter Antonio Banderas dans Le Labyrinthe des Passions en 1982. Le pic de sa carrière aura été le début des années 2000, quand il enchaîne quelques très grands films, Tout sur ma mère en 99, Parle avec elle, Volver notamment. Dans ce nouveau film, donc Douleur et gloire, Pedro Almodóvar dresse une sorte d'autoportrait. Antonio Banderas, qui a donc tourné 6 fois avec lui auparavant, et incarne Salvador, un cinéaste vieillissant. Son corps est traversé de violentes douleurs et l'envie de créer l'a abandonné. Alors qu'un de ses premiers films est restauré, il reprend contact avec l'acteur de ce film avec lequel il s'était pourtant brouillé 30 ans auparavant. En parallèle, Salvador va commencer à fumer de l'héroïne qui a le mérite de chasser ses douleurs et qui le fait quelque part voyager dans ses propres souvenirs. On retrouve aussi au générique Penélope Cruz, Cecilia Roth ou Asier Ekshiondia. Qui lui-même est japonais. Dans le rôle justement de cet acteur qu'il retrouve après s'être brouillé avec. Donc, Manuel, qu'as-tu pensé du film Douleur et gloire, écrit et réalisé par Pedro Almodóvar? Manuel. Alors, Olivier, tu as mis en avant l'aspect autobiographique et c'est vrai que ça a été
une grande partie du storytelling médiatique autour du film, de son approche autobiographique, testamentaire, qui promettait pour une fois peut-être la Palme d'Or tant attendue et refusée à Almodovar, un sort de timing parfait qui correspondait bien au suspense habituel du rituel cannois, mais qui a plus souvent à voir avec l'astrologie ou le pronostic sportif que réellement une amorce de réflexion critique ou analytique. Alors oui, le film, il y a bien une consonance autobiographique. Banderas, qui est l'alter ego masculin du cinéaste, tu disais 6 films, c'est ça. Il interprète un réalisateur assez proche de l'image qu'on se fait d'Almodovar ou qui nous a habitués à voir, mais c'est aussi oublier que depuis longtemps, Almodovar a toujours matiné son cinéma d'autofiction, de mise en abîme de son cinéma, de son statut d'artiste, et je pense qu'au jeu des similarités, on peut tout autant compter les différences, notamment l'absence de son frère producteur, par exemple, et je pense que c'est peut-être dans ce dévoilement en 2 temps où s'entremêlent la fiction, l'autofiction, que réside la partie la plus attendue et à mon sens la moins intéressante de ce nouveau film, sans rien minimiser les qualités de ce film, et qui pour moi n'a rien de définitif. Dans ce film-là, ce qu'il y a de plus beau à mon sens, c'est son cœur, son centre, cette histoire d'amour enfouie dans le passé du réalisateur qui va ressurgir par magie, par le biais de la fiction. Cette histoire qu'il garde secrètement sur son ordinateur, car trop personnel, et qui va finir par confier à un de ses anciens acteurs, et qui lors d'une première représentation va retrouver un écho très particulier chez un spectateur. Ce qui va donner lieu ensuite à une scène assez magnifique de rencontre au cœur de la nuit entre ces 2 amants oubliés que la vie a séparés et que la fiction vient de réunir. C'est, je pense, une scène vraiment quasiment magique de retrouvailles, d'adieu, extrêmement émouvante et pudique. Et je pense que c'est une scène clé du film qui était déjà annoncée dès le début du film, avec une scène clé qui révèle à mon sens cette cicatrice que le personnage principal s'apprête à refermer, et qu'on pouvait apercevoir dès le début du film lors de cette scène dans la piscine, avec ce travelling sous l'eau s'approchant de Banderas, qui était déjà scindé en 2 par un long plan sur cette cicatrice sur son corps, et donc d'une certaine façon ce plan-là, ce début de film annonçait déjà le mouvement interne du film, ce dévoilement au cœur du film. Je suis d'accord avec Manu. Oui, moi aussi, je suis complètement d'accord avec toi, Manu. En tout cas, je suis d'accord sur le cœur du film. Je trouve que cette scène est en effet magnifique, et surtout la manière dont elle est imbriquée, en fait. C'est vraiment très bien écrit et très bien mis en scène. La manière dont la pièce de théâtre est jouée, dont on apprend le contenu de cette pièce. Et c'est vrai que du coup, l'émotion monte doucement et sûrement, et qu'en effet, on arrive à quelque chose qui est vraiment très pudique et assez déchirant. Enfin, très émouvant, pas déchirant, parce que c'est pas triste, en fait. C'est juste émouvant. Je trouve que c'est un film qui est assez étrange. Je trouve qu'il est sublimement bien écrit, mais qui a quelque chose de très particulier en fait dans son écriture, qui fait que ce n'est jamais un film vraiment haletant. C'est un film dans lequel on... C'est un peu toujours le cas des films d'Almodovar, je crois. Il y a une précision hallucinante, et à la fois un truc qu'on n'arrive pas enfin, que moi j'arrive pas à déceler. Il y a un truc toujours un peu aléatoire, je veux dire. Non, mais t'avais des films au début de sa carrière, type Femme au bord de la prisonnière ou Attache-moi ou quoi, qui étaient beaucoup plus tenus, avec une narration, ou En chair et en os, même jusqu'à En chair et en os. C'est plus excessif aussi. Oui, c'était plus excessif, mais ici on est dans une narration vraiment très spéciale, puisqu'il y a ce côté un peu réminiscence, avec des flashbacks ou des flash-forward, on ne sait pas. La distance du spectateur par rapport au film fluctue très fort dans le film, même si t'es jamais perdu, mais c'est pas non plus un récit haletant. Et il y a autre chose que je trouve... après Banderas, c'est brillant, je trouve, dans le film. La douleur qu'il incarne, et la manière dont il va justement revenir à la source de son désir, le trajet du personnage est vraiment très beau. Et cette scène de retour du désir aussi, qui est quand même, moi je trouve aussi magnifique, enfin d'éveil du désir. Il retourne à la source, et on voit la scène où le désir est né pour la première fois, et ça aurait pu être hyper graveleux, et pourtant c'est hyper pudique, hyper beau, hyper sensuel, alors qu'il n'y a pas grand chose. Et qu'il le suggère. Parce qu'il ne le rend pas complètement explicite, parce que justement dans les échanges de regards, quand le gamin va se poser, il y a quand même peut-être la possibilité de l'insolation, il y a le fait que les regards ne se croisent pas, il y a le choix des cas, de la direction des regards des acteurs, qui fait que ce n'est jamais complètement explicite. Ouais. Et autre chose, un autre truc que j'ai trouvé admirable aussi, c'est... En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le film, Banderas est très souvent contre des espèces d'aplats. Il est souvent capturé, en fait, par le décor lui-même. Et je trouve que la mise en scène joue beaucoup sur une absence de fuite, en fait. Alors
qu'au contraire, dans les flashbacks, tout ce qui se passe de l'enfance de Pedro Almodóvar, tout est beaucoup plus construit sur la profondeur. Et par exemple, vous avez ces murs de troglodytes qui sont à la chaux et qui sont donc en relief, tout est en relief dans le passé, dans ce qu'on pense être le passé. Il y a des lunes des fuites, il y a la perspective, ce que tu as toujours dans les flashbacks, avec souvent, en plus, quand tu y arrives dans ces flashbacks, un mouvement d'appareil qui te fait avancer dans le plan, donc t'as pas ce sentiment d'étouffement. Mais c'est ça qui est très beau et très singulier dans le cinéma d'Almodóvar, c'est pour revenir sur des choses que vous disiez juste avant, c'est il y a quelque chose d'extrêmement maîtrisé scénaristiquement et quelque chose de beaucoup plus lyrique dans la mise en scène qui laisse parfois une ouverture qui est toute différente. Ça pourrait être des films Almodóvar, en fait, il pourrait faire des trucs à la Haneke, d'une certaine manière. Non, je veux dire, explique-toi, Lucien. Il pourrait faire des trucs extrêmement chirurgicaux, il pourrait faire des films extrêmement précis. Ces films sont très précis. Comme le sont ces scénarios, mais je trouve que dans sa mise en scène, il y a une ampleur, un lyrisme qui désamorce un peu ce côté extrêmement écrit, en fait. Bah justement, peut-être que la limite du film ici, c'est que justement, moi je trouve que c'est rare qu'il arrive vraiment à susciter une émotion qui va au-delà de cette précision et de cette maîtrise de la mise en scène et du récit et de la narration, ce qui est complètement à l'opposé des deux films précédents, qui sont complètement éparpillés et qui savent pas ce qu'ils racontent. Ici, le mec, il sait ce qu'il raconte, il sait comment il le raconte, il sait où il va, il utilise les outils du cinéma pour le faire. Mais il y a quand même des moments plus creux, parce qu'on a parlé principalement des qualités, il y a quand même tout ce qui tourne autour de l'usage de la drogue. Chasser le dragon, quoi. C'est le chasser le dragon, mais qui donne lieu à des scènes quelquefois un peu anecdotiques, comme c'est par exemple cette séquence où il va aller chercher la drogue dans les bas quartiers, qui est vraiment quasiment du domaine de l'anecdote, qui en fait ralentit un peu à mon sens le rythme du film. Je suis assez d'accord avec ça. Julien. Oui, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. J'allais vous poser la question de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire effectivement, on voit un film très émouvant, en tout cas pour les acteurs, dans ce que ça raconte, la charge émotionnelle qu'ils ont. Mais j'allais vous demander, est-ce que vous avez été ému par le film, en fait ? Moi, à plusieurs reprises, oui. Et surtout dans cette scène du milieu de la retrouvaille des amants, oui. Il y a un mélange d'émotions qui est traduit dans cette séquence de retrouvailles où constamment ça déjoue ce que tu attends de la scène. Ben ouais, ça s'appelle de l'émotion. Non, mais c'est vraiment de la curiosité. Moi, j'ai ressenti des émotions, mais c'est parce que vous disiez que c'était aussi la limite. Donc je me demande de quelle limite vous parlez quand vous dites ça. C'est les limites dont moi je parlais, en tout cas. Je pense que Oli était plutôt d'accord. Non, c'est que le film a peut-être un côté trop maîtrisé. Voilà, surtout dans son écriture, et c'est là-dessus que je mettais en parallèle, je trouve une mise en scène qui est plus ouverte que son écriture qui est extrêmement cadrée. Après, moi, je trouve le film plutôt émouvant aussi, et notamment dans cette magnifique scène, on a parlé du trouble du désir, et puis de la lettre, de la lecture de la lettre, etc. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment de belles choses. Et bon, pour le reste, je crois que vous avez dit ce qu'il fallait dire, mais enfin, j'ai l'impression que c'est... Je déteste quand on dit le cinéaste fait quelque chose d'apaisé, etc. Mais j'ai quand même l'impression que là, il a vraiment foi de plus en plus, et film après film, en ses moyens de faire du cinéma et en son art, et qu'il y a quelque chose d'effectivement de très fort dans la manière dont il ne cherche plus les effets, le baroque un petit peu qu'a fait ces films des années 90. Ça fait 30 ans. Hein. Non, bah, c'est 20 ans. Puis Volver, etc. Ouais, 2006 si tu veux, mais enfin... je sais pas, Roulietta, je trouve qu'il y avait un côté plus fiévreux, plus émotionnel. Oui, moi je trouve aussi qu'il y a quelque chose d'étrange. Je ne sais pas si Almodóvar lui-même traverse une crise d'inspiration ou quoi que ce soit, dans le fait de vouloir revenir très très fort sur une autofiction comme ça. C'est marrant parce que Fellini l'a fait aussi, 8,5 bien sûr, et je pense que les films qu'il a fait après, qui sont toujours sur une recherche du passé, on peut penser à Marcord, Intervista, Roma, plein de films comme ça, sont, je trouve, moins intéressants que ce qu'il a fait en début de sa carrière. Mais Almodóvar, lui, à l'inverse, si Douleur et gloire c'est son 8,5, il a déjà parlé énormément de lui dans un film comme La mauvaise éducation, qui était déjà milieu des années 2000, je crois. 2003, ouais, début 2000 même. Il y a surtout le questionnement de la manière dont le film aussi est vendu. Il est carrément vendu dans sa bande-annonce sur cet aspect. C'est vraiment mis dans le marketing du film. Et cet aspect autobiographique est, je pense, honnêtement, moi, le moins intéressant du film. Je suis assez d'accord avec ça aussi, et c'est vrai que le film est très vendu là-dessus, la bande-annonce, l'affiche, le discours de Banderas à Cannes, et je pense que le film gagnerait si on mettait ça de côté. Très bien. Merci messieurs. C'est maintenant l'heure des conseils et autres recommandations, parce que j'ai pas vraiment de conseils, donc du coup je dis qu'on peut aussi faire des recommandations cette fois-ci, et je copie un peu sur nos ciné.
Manu, as-tu un conseil ou une recommandation ? Je vais faire une recommandation, Olivier, un peu en lien avec la Palme d'Or cannoise, puisque la cinémathèque coréenne a mis en ligne depuis quelques années 200 films qui couvrent une période des années 30 aux années 90, qui sont sous-titrés en anglais, mais bon, c'est souvent le lot pour beaucoup de films asiatiques, hors circuit de distribution traditionnel. Donc voilà, c'est un moyen d'épancher un petit peu le manque de distribution de ce cinéma-là sur le territoire à la fois français et surtout belge, puisque la Palme d'Or n'est même pas programmée dans nos salles. Donc voilà, vous avez de quoi occuper bien vos soirées, découvrir toute cette cinématographie qui a émergé dans les années 2000 et dont on connaît assez peu l'histoire. Et donc tu dis que c'est on peut en accès libre à partir de quel site ? Sur YouTube, sur le site YouTube de la cinémathèque coréenne, et donc c'est Korean Classic Film. Merci. Lucien ? Manu traîne vraiment sur des endroits bizarres sur internet. Moi je vais vous conseiller le dernier Dario Argento. Non, je blague, le dernier Brian De Palma, mais vu que leur filmographie prennent un peu le même genre de pente descendante et glissante. Je vais vous parler très très brièvement de Domino, mais en fait la seule raison qu'il y a de voir ce film qui est vraiment très 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 raté, c'est pour le recontextualiser dans la filmographie de Palma, pour voir comment ses obsessions stylistiques restent à jour, et pour voir les plus beaux kebabs de Bruxelles éclairés au néon avec de la belle musique arabisante par un Pino Donaggio sous crack ou je ne sais quoi. Donc le film est vraiment très très raté, mais voilà, si vous avez 1h20 à perdre dans votre vie, foncez là-dessus. C'est à moi ? Bah non, je vais peut-être enchaîner, comme ça tu finiras. Alors moi, ce sera une recommandation, puisque nous avons parlé d'Elton John en début d'émission. Et une chanson d'Elton John qui illustre un beau film de Cameron Crowe qui s'appelle Almost Famous, presque célèbre. I'm still standing. Non, c'est pas celle-là, c'est une bonne chanson d'Elton John. Il y en a beaucoup de mauvaises, il y en a quelques bonnes. Et une bonne chanson d'Elton John qui est donc utilisée dans le film presque célèbre de Cameron Crowe, qui n'a pas beaucoup marché à sa sortie et qui devient petit à petit, j'ai l'impression, une espèce de classique du cinéma américain des années 90. C'est surtout le meilleur film de Cameron Crowe. C'est pas sur les groupes de rock, il y a Leto aussi. Film d'Hitchcock. Moi, je vais simplement conseiller, c'est la même à chaque fois, mais elle marche. Conseiller, et non pas recommander, si vous êtes à Bruxelles ou dans les environs, pendant tout l'été, du 3 juin jusqu'à fin du mois d'août, il y a une rétrospective à la Cinémathèque de Bruxelles des films de Douglas Sirk. C'est toujours une bonne idée d'aller en voir un ou deux, et aussi d'Agnès Varda, donc c'est toujours aussi une bonne idée d'en découvrir certains. Mais de toute façon, tu aurais pu faire un beau parallèle entre Almodovar et Douglas Sirk. C'est quand même des cinéastes cousins. Absolument. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, nous nous retrouverons dans quelques semaines, on l'espère, en tout cas avant le début sérieux de l'été. On fera une petite dernière avec je ne sais pas encore quel film au programme, mais j'espère qu'il y aura de la bonne matière. Et sinon, vous nous retrouverez peut-être dans un format plus court, classique. À très bientôt, merci de nous avoir écoutés.